Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo review qui est, comme je l'avais dit la dernière fois, des vidéos qui sortiront en bonus des autres. J'ai décidé de faire varier un petit peu ce format et de vous parler également des mangas que j'ai lus qui m'ont un petit peu marqué, parce que je vais pas vous parler de n'importe quel petit manga que je lis occasionnellement, mais cette fois je voulais vous en parler parce que c'est quand même un manga qui a détrôné mon manga préféré. Mon manga préféré qui était, comme je vous l'avais dit plusieurs fois je pense, One Piece, et ça fait après quand même 5 ou 6 ans que One Piece est indétrôné au top 1 de mes mangas préférés, c'est Jujutsu Kaisen. Donc de toute façon, comme à chaque fois, je vais faire une partie sans spoil pour ceux qui veulent juste avoir les infos un petit peu globales sur le manga, et une partie spoiler dans laquelle je vais vraiment détailler mes impressions et également l'évolution des personnages. Donc vraiment, il y aura des gros spoilers dans la partie 2, surtout pour les personnes qui ne lisent pas le manga. Comme d'habitude dans ces vidéos, dans cette partie sans spoil, je vais vous faire un rapide synopsis. Donc là, c'est vraiment l'épisode 1 de l'animé. Je vais pas aller au-delà, mais c'est vraiment pour vous donner quand même un petit peu de contexte et pas juste tomber immédiatement dans l'analyse et mes impressions du manga. Donc en fait, dans le manga, on suit l'histoire d'un jeune homme lycéen qui s'appelle Itadori Yuji et qui n'a que 2 amis avec qui il forme en fait le club d'occultisme de son lycée. En plus de ça, Itadori, c'est quelqu'un qui physiquement a des capacités physiques extrêmement impressionnante, comme on peut le voir dès le début de l'épisode 1 où il va lancer extrêmement loin un poids, battant à ce moment-là un prof de sport, mais il refuse pour autant de faire partie du club d'athlétisme, préférant rester dans le club d'occultisme où il y a vraiment ses seuls amis. Arrive à ce moment-là à son lycée un jeune homme qui s'appelle Megumi Fushiguro, qui fait partie de l'école de Jujutsu de Tokyo, qui a pour but en fait à ce moment-là de récupérer un artefact de fléau extrêmement puissant, le doigt de Sukuna. Les fléaux en fait dans cet univers, ce sont des créatures qui apparaissent de par les émotions négatives des gens, comme la tristesse, le stress, le remords, les remords, etc. Et en fait Fushiguro il fait partie des exorcistes qui ont pour but de battre les fléaux, du fait qu'il soit l'une des seules personnes sur Terre, parce qu'ils sont extrêmement rares, à pouvoir voir les fléaux, mais également à utiliser des capacités capables de les exorciser. Donc à ce moment-là, Fushiguro il arrive à l'école pour récupérer cet artefact, et il va croiser le chemin d'Itadori et il va sentir cet artefact chez Itadori. Pensant forcément que c'est Itadori qui détient le doigt, Fushiguro va partir à sa recherche. Itadori, à ce moment-là, il était allé voir son grand-père à l'hôpital qui, juste avant de mourir, va lui dire ces quelques mots qui vont énormément le marquer pour la suite de son aventure, à savoir qu'il doit sauver le plus de personnes possible et aider le plus de monde avec la force qu'il possède. Juste après la mort de son grand-père, Fushiguro va aller à la rencontre d'Itadori en lui demandant de lui rendre le doigt, ce qu'il ne va pas refuser, mais il va surtout lui indiquer que c'est ses amis du club d'occultisme qui ont actuellement le doigt et qu'ils ont pour ambition de retirer le sceau qui l'entoure. Fushiguro et Itadori se rendirent alors immédiatement au lycée pour aller sauver les 2 amis du jeune homme qui s'étaient fait capturer par des fléaux. Cependant, la situation devient extrêmement difficile très rapidement et Itadori fut contraint de manger le doigt de Sukuna afin de gagner plus de puissance. Il devint alors le réceptacle du fléau Sukuna qui fit son apparition par le biais du corps d'Itadori. Du coup, pour vous faire un petit peu une petite partie sans spoil des petites impressions que j'ai, tout d'abord, gros point fort qu'est l'animé. Parce que moi je suis vraiment profondément, et je sais que bon ça me rend peut-être insupportable pour certains, mais j'aime profondément le manga. Les mangas de manière générale, je n'ai jamais aimé plus une adaptation animée qu'un manga. Si jamais j'avais lu le manga, parce qu'il y a par exemple Kuroko no Basket, j'adore l'animé mais j'ai jamais lu le manga, donc forcément je peux pas préférer quelque chose que j'ai pas lu. Mais en tout cas l'animé honnêtement est très très bien, il y a des openings qui sont géniaux, je vous les pose là rapidement, qui ont vraiment l'émotion qu'il faut, qui sont bien animés, qui sont beaux. L'animation est très fluide, très agréable, la couleur est vraiment bien, il y a des choix qui sont plutôt pas mal. On retourne de temps en temps avec Mappa, avec cette espèce de 3D un peu dégueulasse malheureusement, qui moi me frustre un petit peu, mais bon je peux passer outre si c'est vraiment que 3 minutes. En tout cas l'animation est vraiment bien, on a également le meilleur ending de tous les animés, celui-là.
qui est vraiment exceptionnel et que je zappe jamais, que j'adore vraiment et que je trouve c'est une très bonne idée. Après quand il y a un événement dramatique qui s'est passé dans l'épisode et qu'on enchaîne avec ça, bon ça fait toujours bizarre. Hein. Ensuite un autre point fort c'est le fait que les personnages sont vraiment bien écrits. Je reviendrai dessus sur la partie sans spoil évidemment parce que je peux pas rentrer dans le détail, mais les personnages font sens, ils ont un bon caractère, ils ont de la cohérence dans leurs propos, quand ils doivent avoir peur ils ont peur, parce que ça reste quand même des jeunes pour la plupart. Ils vont pas, il n'y a pas de buff abusé, enfin vous voyez ce que je veux dire, il n'y a pas des gros power-up où d'un coup le personnage était nul devient extrêmement fort, non il n'y a pas ça. Tous les power-ups sont plutôt sensés et logiques, donc ça fait plutôt plaisir. Et les interactions entre les personnages sont vraiment bien maîtrisées, je trouve, les relations amicales, les liens entre les gens, je trouve que c'est vraiment très bien maîtrisé. Donc pareil, les personnages on y croit beaucoup à leur caractère et tout. Et petit point fort de niveau personnage, Itadori qui est le personnage principal est probablement l'un de mes personnages préférés du manga, ce qui est extrêmement rare pour un personnage principal de shonen, parce que moi j'ai tendance à m'attacher aux personnages secondaires, aux sidekicks, parce qu'en général ils sont plus développés. Les personnages principaux c'est souvent juste l'optimisme à outrance, la joie de vivre, le talk no jutsu, et moi je trouve ça insupportable en fait. Enfin je commence à en avoir marre de ce style de personnage, et Itadori ne rentre pas dans ces cases. Il est forcément un petit peu heureux, mais il va avoir un petit peu le chemin inverse d'autres personnages, et ça je vais le creuser plutôt dans la partie spoiler pour ceux qui n'ont pas lu Jujutsu Kaisen ou ceux qui sont à l'animé, qui soient pas trop perdus. Et même ceux qui ont lu l'animé, je détaillerai un petit peu plus certains trucs dans la partie d'en dessous, mais juste je vous dis, Junpei, l'évolution d'Itadori autour de Junpei pour ceux qui ont vu l'animé et lu le manga, est géniale. Je parlerai plus dans la partie spoiler évidemment. Ensuite, un dernier élément qui est plutôt pas mal, c'est le fait que le manga est rapide mais efficace. Apparemment c'est peut-être plutôt dû au fait que ce soit des nouvelles générations de mangas, et de ce que j'ai l'air de comprendre il y en a beaucoup qui sont comme ça. J'ai lu Chainsaw Man notamment qui était, c'est vrai, très rapide et très efficace, mais ça fait plaisir en fait d'avoir un manga qui va au but tout en prenant le temps de développer ses personnages même après leur arc, parce qu'il y a beaucoup de personnages qui sont introduits dans un arc mais ils sont développés continuellement tout le long. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui fait plaisir et on n'a pas l'impression de perdre notre temps à lire. Après forcément ça induit que c'est un manga qui va pas durer très longtemps. Mais bon, au moins c'est confortable et c'est un manga avec un bon format que j'apprécie vraiment. Et pour ma part, c'est un point fort. Et sur ce, et après cette dernière réflexion, on va passer à la partie spoiler. Donc maintenant que vous êtes ici, dans cette partie spoiler, je pars du principe que vous avez lu le manga, et je dis bien le manga et pas l'animé parce que ça va spoil le manga, ou que vous vous en fichez. Donc pour commencer, je vais parler d'un élément un petit peu intéressant que je voulais pas forcément mettre dans la partie non spoil, parce que ça va spoil des trucs intéressants, notamment le visage de Gojo pour ceux qui n'ont pas lu ou vu l'animé, et même quelques planches extrêmement importantes. Le manga, je le trouve, moi qui dessine, sublime. Il est magnifique. Honnêtement, hein, je trouve que les dessins de l'auteur sont d'une beauté... Enfin moi j'ai pris énormément de captures d'écran et je vais vous en mettre à l'écran de pages qui étaient extrêmement belles, extrêmement dynamiques. Moi c'est exactement le type de dessin que j'aime bien, avec beaucoup de traits, très hachés, avec beaucoup d'angles. Je trouve que le dessin c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement puissant dans Jujutsu Kaisen, au point qu'il y a des choses qui sont intranscriptibles dans l'animé. Par exemple les moments de blanc. Il y a souvent dans Jujutsu Kaisen des planches où juste va y avoir le visage d'un personnage, notamment par exemple quand Itadori revient après ces 1 mois en étant passé pour mort. Fushiguro lui demande si tout va bien parce qu'il remarque que quelque chose est bizarre avec Itadori. Itadori lui dit que tout va bien et là il y a un zoom sur le visage de Fushiguro où il ne dit rien, mais beaucoup de choses sont transmises juste par ce visage. Notamment le je sais que tu mens, explique-moi, parle-moi, etc. Et pareil pour les micro-expressions qui sont mal retranscrites dans l'animé. Toujours dans le même moment, la réponse d'Itadori et le visage qu'il fait en lui disant oui c'est vrai j'ai eu des moments difficiles, je l'ai pas senti du tout pareil dans l'animé. Et c'est des petits détails comme ça, et c'est des micro-expressions que le mangaka réussit vraiment bien à retranscrire, mais qui sont pas faciles à mettre en animé, et ça disons que c'est un petit défaut de l'animé, mais je pense que c'est juste parce que c'est trop dur de retranscrire son style de dessin qui est vraiment assez unique. Ensuite un autre aspect que j'ai beaucoup aimé avec Jujutsu Kaisen, c'est que bien qu'il ait une trame très classique de shonen, où par exemple on peut reconnaître un peu de Naruto parfois dedans, il se détache beaucoup
de certains clichés, notamment par exemple avec Junpei, où même dans l'opening il nous laissait penser qu'il les rejoindrait, et en fait Junpei, quand Itadori le rejoint, il réussit plus ou moins à le convaincre de calmer sa colère et de venir à l'école de Jujutsu, et en fait bah Junpei meurt. Et il n'y a pas ce côté où il les rejoint alors qu'on est au début du manga, donc en fait il y a encore des personnes qui ont la place de rejoindre leur équipe. Et non, il meurt. Alors qu'en général, vraiment dans les mangas, il y a, surtout les shonen, il y a quand même ce début où il se forme son équipe. Même si c'est rencontrer des gens, il forme son équipe. Le personnage principal, autour de lui, il y a des gens qui vont graviter et il les rencontre au début du manga. Et là, dans Jujutsu Kaisen, en fait, il les a tous rencontrés dès le début. Dès le 2-3e épisode, on a quasiment fait la rencontre de tous les personnages qui vont graviter autour d'Itadori. Et Junpei, en soi, il aurait eu sa place et il aurait amené vraiment quelque chose d'intéressant au manga, je pense. Mais l'auteur a préféré le tuer. Ensuite, ce que je trouve vraiment pas mal, c'est l'ingéniosité des combats. Déjà, ils sont très très bien dessinés, et ensuite, il y a peu de personnages qui vont battre d'autres personnages avec juste la puissance des poings. En général, ils trouvent des techniques, ils trouvent des astuces, notamment quand Itadori se bat contre Choso et Mekamaru lui dit d'aller aux toilettes pour ouvrir les canalisations et l'empêcher d'utiliser son attaque avec le sang. Ça c'est ingénieux. Le fait que les fléaux décident de sceller Gojo plutôt que de le tuer parce qu'ils s'en savent incapables en fait, c'est ingénieux. Le fait que Itadori et Todo utilisent la technique de Todo pour inverser de place et du coup déstabiliser l'adversaire, c'est ingénieux, surtout quand ils sont face à un fléau qui est plus fort qu'eux. Donc il y a vraiment des techniques de combat qui sont bien, et puis il n'y a pas juste des power-up abusés, c'est toujours assez ingénieux et assez intelligent, et c'est rare les personnages qui battent juste avec la puissance des poings sans comprendre la technique de l'autre. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je trouve vraiment intéressant, et quelque chose qui est vraiment bien approfondi, parce que l'ingéniosité, il vient pas que du côté des personnages principaux, il vient également des ennemis. Et en général, dans les shonen, les buffs, les power-up, etc. viennent surtout des personnages principaux, alors que là, ça vient des deux côtés. Donc ça donne un côté réaliste, parce que c'est pas juste les personnages principaux qui sont cheatés, les fléaux le sont aussi. Ensuite, comme j'en avais un petit peu parlé dans la partie sans spoil, je vais vous parler un petit peu de l'évolution d'Itadori, que je trouve personnellement vraiment intéressante et surtout assez subtile. On part d'un personnage qui, du coup, s'attachait à la promesse de son grand-père, qui était d'aider le plus de monde possible, et qui décide d'aller à l'école de Jujutsu pour pouvoir récupérer tous les doigts de Sukuna et ensuite se faire tuer, parce que comme ça, en fait, il empêcherait des gens de mourir. Donc ça, c'était vraiment son postulat de base. C'était quelqu'un qui était quand même relativement heureux dans sa manière de faire, dans sa manière d'être, très optimiste, un petit peu le cliché des personnages de shonen. Et en fait, Itadori, il va avoir un changement très intéressant. Ça va commencer déjà avec quand il va mourir la première fois. Il va ordonner à Fushiguro de s'enfuir et il va se retrouver tout seul face au fléau. Et en fait, il va être face à sa mort. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que en fait, il va pas juste être là à faire le vaillant, il va se mettre à pleurer. Et il va avoir peur, parce que en fait, c'est un lycéen, et qu'un lycéen, surtout lui qui a été plongé dans le monde du Jujutsu comme ça, c'est normal qu'il ait peur en fait, il est pas habitué à tout ça et il va mourir, et il était pas préparé à ça et il avait pas envie de mourir comme ça, donc il a peur et il pleure, moi ce que je trouve vraiment intéressant. Suite à ça, du coup il va mourir et être ressuscité par Sukuna, et il va aller dans une mission avec Nanami, et il va faire la rencontre du coup de Junpei. Durant cet arc-là, il va se retrouver face à Mahito, qui est un fléau capable de matérialiser des hommes en les modifiant physiquement pour en faire des adversaires, et Itadori va être face à deux choses. La mort de Junpei, qui va quand même beaucoup le marquer, parce que elle est déjà extrêmement subite et surtout inattendue pour lui, il pensait vraiment pouvoir le sauver, et également le fait qu'il ait eu à tuer en fait des humains dans cet arc. Et on le voit du coup, comme je disais tout à l'heure, par la réponse qu'il a eue face à Fushiguro en lui disant que si ça l'avait chamboulé. Je suis désolée, on entend mon chien. Elle fait n'importe quoi, je vais la faire sortir. Ensuite, l'autre moment qui va vraiment pour moi être très intéressant avec Itadori, c'est l'arc qui vient juste après l'arc du tournoi des écoles, où Itadori, Nobara ainsi que Fushiguro vont affronter des fléaux, ainsi que deux embryons, qui sont des humains dans lesquels on a fait ingérer des embryons. Enfin, il y a une histoire un petit peu complexe que je vais pas trop résumer ici. Et en fait, le premier fléau, le premier embryon qui va être tué, au moment de mourir, va pleurer, et son frère,
qui est également affronté à ce moment-là, qui a d'ailleurs un très beau chara design, va également pleurer en parlant de son frère. Et en fait, au moment de tuer le deuxième embryon, Itadori va s'excuser. Et ensuite, il va avoir une discussion avec Nobara où il lui dit que où il lui demande en fait si elle a déjà tué des humains et si en fait le fait de les avoir tués eux, c'était pas en fait un meurtre. Et enfin, évidemment, le passage qui va être un petit peu le coup de grâce pour Itadori, ça va être l'arc de Shibuya. Il y a plusieurs éléments dans l'arc de Shibuya qui approfondissent un petit peu le personnage d'Itadori. Tout d'abord, le moment où Sukuna prend le contrôle. Sukuna, il va prendre le contrôle et il va tuer plusieurs fléaux déjà, mais également des centaines de personnes, en essayant de battre un fléau extrêmement puissant que Fushiguro avait invoqué. Au moment de lui rendre le contrôle, il y a ce moment où Itadori, qui moi m'a vraiment pas mal marqué, où en fait Itadori va se mettre à vomir et va pleurer extrêmement, enfin il va faire une espèce de crise d'angoisse où il se dit meurs, 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 tu dois mourir. On sait pas trop s'il parle de lui-même ou s'il parle de Sukuna, mais toujours est-il qu'à ce moment-là en fait il ne s'en remet pas de ce qu'a fait Sukuna. Il avait décidé de rester en vie et d'héberger Sukuna jusqu'à ce qu'on le tue, justement pour l'empêcher de faire des massacres, et en fait, dans son corps, Sukuna se retrouve à tuer des centaines de personnes. Et en plus, deuxième élément, l'arc de Sukuna marque en fait la mort de Nanami, et également le fait que Gojo soit scellé, et Nanami meurt devant lui, en lui donnant le relais en fait, en lui disant de continuer pour lui, et un peu comme son grand-père lui a fait. Et ça va être assez marquant pour lui, parce que bah forcément Nanami c'était quelqu'un qu'il appréciait beaucoup, et du coup tout ça en fait va entraîner un changement profond chez Itadori, changement qui était en cours depuis le début, et dans les derniers scans que l'on voit notamment, je trouve que Itadori n'a pas du tout le même aura. Il est triste, il est froid, il est plus celui qu'il était au début, il s'est éteint un petit peu, je trouve. Donc ça c'est une évolution du personnage principal que je trouve vraiment, mais vraiment très intéressante, et que je trouve maîtrisée également. Donc ça fait vraiment plaisir d'avoir un personnage principal qui évolue, qui a des remises en question et qui est pas statique comme beaucoup de mangas actuels, enfin de shonen en fait. Ensuite, pour rester un petit peu dans le même thème avec Itadori, je vais parler rapidement de Yuta Okutsu, qui est un personnage qu'on voit dans le tome 0, mais également dans les derniers chapitres, parce que c'est un personnage que je trouve extrêmement intéressant, surtout quand on le met en parallèle avec Itadori en fait. Concrètement, c'est deux personnages qui ont eu un parcours extrêmement similaire. Okutsu, c'est quelqu'un qui a une malédiction avec lui, du nom de Rika, et en fait qui faisait du mal aux gens autour de lui sans vraiment faire exprès. Et dans le tome 0, Okutsu, il a un petit peu une révélation au contact de Maki, d'Inumaki et de Panda, qui est en fait de se dire que de base il voulait se suicider, il avait envie de mourir pour préserver les autres, et en fait, passé un certain stade, il a envie de vivre pour les autres, et d'être en vie pour être entouré des personnes qu'il aime. C'est-à-dire que tout au début, Okutsu, il a un petit peu l'évolution d'Itadori actuelle, et il finit par accepter qu'il a le droit de vivre en fait, et qu'il est autorisé à vivre, et qu'il a des raisons de vivre. Itadori, dans l'état actuel des choses, lui, il veut mourir pour aider les autres, et mourir en étant entouré des personnes qu'il aime. Ce qui est pas la même chose du tout. C'est vraiment une approche qui est très différente pour les deux, et en fait, de ce parallèle, je pense très sincèrement que Okutsu sera le seul qui pourra vraiment aider en fait Itadori à s'en sortir, parce que là je pense que Itadori a clairement... Enfin, dans les derniers chapitres il dit qu'il doit rester en vie pour une raison particulière, j'attends de lire c'est quoi cette raison, mais je pense que Itadori, à l'état actuel des choses, il est plus dans une... Enfin, il reste dans son idée qu'il va finir par mourir en fait, alors que Okutsu a fini par accepter sa vie. Donc ça c'est un parallèle que je trouve vraiment intéressant, en plus du fait qu'Okutsu est vraiment un personnage extrêmement... vraiment intéressant, alors qu'on l'a pas tant vu que ça. Ensuite, je voulais parler rapidement de l'arc de Gojo, de son passé, avec Geto et Toji. C'est un arc que j'ai trouvé vraiment génial. Déjà parce que ça passe à un autre niveau en fait. On se retrouve quand même à un moment où Toji, c'est quand même un personnage extrêmement violent. Il va quand même tuer une adolescente d'une balle dans la tête devant Geto, ça on le voit bien. Mais en dehors de ça, c'est un arc que je trouve intéressant pour d'autres raisons, parce que je trouve que la relation qui est dressée autour de Geto et Gojo est vraiment intéressante. Ils ont une relation tous les deux que je trouve vraiment alchimique, enfin en fait c'est très bien fait, on ressent leur fraternité, on ressent
leur affection l'un pour l'autre en fait. C'est vraiment bien fait, c'est assez subtil et c'est assez intéressant. Et surtout ça permet de mettre vraiment en proportion par rapport à l'arc de Shibuya. Je vais revenir à ça un petit peu plus tard. Donc il y a Geto qui devient vraiment un personnage extrêmement intéressant avec cet arc là, on en apprend plus sur lui, il y a des combats qui sont géniaux et vraiment des dessins qui sont sublimes, et aussi on en apprend plus sur Gojo, parce que au final Gojo, de ce qu'on a vu jusqu'à présent quand il se battait, ça le faisait marrer mais il avait l'air un petit peu las entre guillemets, enfin il se battait, il avait toujours le petit sourire au coin et puis en mode je suis badass et je roule sur tout, et en fait dans cet arc on voit Gojo sous un angle complètement différent. Son combat face à Toji, qui est en fait le père de Fushiguro, qui est quelqu'un qui n'a aucune énergie maudite, mais qui réussit quand même à lui tenir tête. Et ben en fait quand Gojo revient alors que Toji pense l'avoir tué, je trouve que l'aura qu'il a est exceptionnelle. On dirait qu'il est totalement enivré par le fait d'avoir découvert de nouveaux pouvoirs, qu'il est totalement défoncé en fait à ça. Il a un sourire, il a un regard qui est de malade mental, enfin je trouve qu'on dirait en fait on dirait qu'il est complètement fou à ce moment-là en fait, complètement sadique, et surtout il y a ce côté où il flotte dans les airs qui rajoute encore plus à ça, et il fait surtout sa première attaque violet qu'on voit également dans l'arc du tournoi des écoles, qui est vraiment génial. Et il va tuer en fait Toji à ce moment-là, dans un combat qui est... Enfin, c'est un combat que je trouve exceptionnel. Après ça, dans l'arc, ce que je trouve vraiment intéressant également, c'est qu'il va y avoir une inversion des valeurs entre Gojo et Geto. Au début, c'est Geto qui dit que en tant qu'exorciste, le but c'est de protéger les civils, parce qu'ils peuvent pas le faire eux-mêmes, et Gojo en fait dit clairement que ça l'ennuie et qu'il en a rien à faire. Et en fait après les événements de cet arc, Geto va être vachement marqué par tout ce qu'il a vu, notamment les personnes qui vont applaudir la mort d'une jeune fille, et en fait il va se dire que pour éradiquer les fléaux, la méthode la plus simple ça va être en fait de tuer les non-exorcistes, parce que ça a été prouvé qu'aucun fléau ne naissait des émotions des exorcistes. Donc pour lui, il faut tuer tous les non-exorcistes. Et ça, c'est quelque chose que Gojo, en fait, passé ce stade-là, lui, il va prendre le parti de Geto, mais le Geto de l'origine. Il va décider de protéger les non-exorcistes. Et en fait, du coup, on se retrouve avec ce moment-là où il y a la confrontation entre Geto et Gojo, et où en fait Gojo va être incapable de tuer Geto, bien qu'il se rende compte du danger qu'il représente. Donc ça, pour moi, c'est vraiment encore plus la preuve que Gojo, en fait, en tant que personnage, c'est Geto la seule personne qui l'aura jamais vraiment apprécié. Du coup, comme je vous disais, en fait, en plus de ça, il y a quand même des personnages qui sont extrêmement bien écrits et qui sont extrêmement intéressants. Donc je vais revenir un petit peu rapidement à Gojo parce que j'en ai parlé avant. Dans l'arc du coup de Shibuya, je trouve ça vraiment intéressant, du coup, le fait que Geto, ou le corps de Geto, parce qu'on sait pas vraiment qui est dedans, quand il arrive au moment de sceller Gojo et qu'il se présente devant lui, c'est très compréhensible que Gojo réagisse comme ça et se pose un milliard de questions, parce que faut quand même savoir que du coup Geto était son meilleur ami, le seul qu'il a jamais eu, et que il l'a tué. Dans le tome 0, c'est quand même Gojo qui a tué Geto. Donc c'est l'incompréhension complète de voir son meilleur ami vivant. Et surtout, comme je vous disais, en fait, pour moi, Geto, c'est la seule personne que Gojo a vraiment appréciée. Je pense qu'Itadori et Okutsu sont des personnes que Gojo aime aussi, enfin apprécie, mais je pense pas qu'il les apprécie pour la même raison qu'il apprécie Geto. Je pense que c'est des personnes qu'il apprécie parce qu'il voit qu'il peut lui apporter quelque chose, parce que ce sont des personnes puissantes, et qui seront capables de prendre sa relève, notamment face au doyen, qu'il veut en fait totalement, dont il veut prendre la place. Parce que Gojo au final c'est quelqu'un qui est quand même assez égoïste, il s'aime énormément lui-même, et on dirait qu'il voit chez les autres que sa puissance. Et ça c'était un peu vu notamment quand Itadori on pensait qu'il était mort. Il était plus triste du fait d'avoir perdu quelqu'un qui était fait de la même souche que lui, que du fait d'avoir perdu quelqu'un qu'il appréciait vraiment. Donc ça c'est un peu une analyse de Gojo que je trouve un petit peu intéressante, et j'aime vraiment beaucoup son côté psychopathe quand il se bat. On le voit encore plus à Shibuya, notamment quand il décide de tuer Hanami. Il a un visage au moment où Hanami veut faire son extension de territoire qui est celle d'un gros psychopathe, et en fait à ce moment-là il l'atomise.
c'est même pas de l'humiliation, il l'a atomisé, Nami a explosé. Et il l'a fait en quelques secondes. Donc je pense vraiment que le côté de Gojo comme quelqu'un d'extrêmement puissant, c'est vraiment pas survendu. Et ça se voit d'autant plus, et j'attends vraiment la suite de savoir ce qui va se passer, parce que maintenant Gojo est scellé. Et j'ai vraiment hâte de savoir la suite pour son évolution et savoir comment ça va se terminer avec lui. Ensuite, un autre personnage dont je voudrais un petit peu parler, c'est le personnage de Nanami, parce que j'ai trouvé qu'en fait, du début à la fin, c'était un personnage qui était vraiment très intéressant, notamment par rapport au fait que c'était quelqu'un qui avait fait un petit peu exorciste par défaut. Il voit vraiment ça comme un emploi dans une entreprise, sachant qu'il avait été employé et que ça le passionnait pas en fait. Son but c'était juste de couler des jours heureux après avoir amassé beaucoup d'argent et être parti et être éloigné de tout ça. Et en fait, je trouve qu'au contact d'Itadori, il gagne un petit peu en maturité à ce sujet-là. Il se prend d'affection pour lui, tout en gardant cette relation prof-élève en étant très sérieux. Et il va vraiment le comprendre en fait. C'est ça qui est intéressant, notamment par rapport au fait de tuer les humains. Et il va vraiment se comporter, comme je vous disais, en professeur, notamment en essayant de pas trop le mettre en danger. Et en le préservant autant que possible en fait des difficultés, parce que ça reste un adolescent. Et ça va être intéressant du coup jusqu'à sa mort à Nanami, parce que il va du coup essayer jusqu'au bout de se battre, et à la fin il va à nouveau se retrouver face à Mahito, qu'il avait déjà affronté avant, et Yuji va être témoin, Itadori va être témoin de la mort de Nanami, et Nanami, comme je vous disais un petit peu avant de mourir, va lui dire qu'il lui confie la suite des opérations en quelque sorte, même après avoir un petit peu consulté en se disant est-ce que c'est la bonne chose de lui dire ça, est-ce que je fais bien de lui charger les épaules avec ce genre de responsabilité. Et en fait ça semble presque nécessaire pour lui de dire ça à Itadori, parce que justement il se sent proche comme ça de lui. Et ça, je pense que c'est un petit parallèle qui peut être dressé notamment avec le compagnon qu'il avait quand il était étudiant à l'école de Jujutsu. Il avait un ami à cette époque-là qui est mort en mission, et c'est quelque chose qui avait l'air de l'avoir vachement marqué. Donc Nanami, du début à la fin, c'est quelqu'un qui a eu vraiment une évolution intéressante sans en faire trop. Enfin, c'est un personnage que j'aime énormément et que je sais beaucoup aimer des fans également, et de certains amis que j'ai qui est là pour personnage préféré en fait. Ensuite, on va parler un tout petit peu de Toji, qui est du coup le père de Fushiguro qu'on voit dans le flashback de Geto et Gojo, mais également dans l'arc de Shibuya. Alors, je vais pas forcément beaucoup en parler par rapport à l'arc de Shibuya, parce que il est juste excessivement cool, enfin, je redis cool, mais son chara-design est cool, son caractère est cool, ses combats sont cool, son ingéniosité est cool, ses non-pouvoirs en fait sont cool, y a tout qui est génial chez Toji, mais ce qui est vraiment intéressant, j'ai trouvé, c'était plutôt dans l'arc de Shibuya, parce qu'en fait, il y a une chamane qui a la capacité de ramener certaines personnes mortes à la vie au sein de son petit-fils. Ce qui va se passer, ça va être Toji qui va être ramené à la vie, sauf qu'en fait Toji est tellement puissant qu'il va prendre le dessus sur son petit-fils et revenir un peu à part entière, mais comme machine de guerre qui va juste tuer tout sur son passage. Il va se retrouver face à Fushiguro, son fils, et en fait il va avoir un comportement un petit peu particulier, parce que Fushiguro, quand il était dans le flashback de Geto et Gojo, c'est à peine s'il se souvenait avoir un fils en fait, il connaissait pas son nom, il l'avait oublié complètement. Du coup en fait ce qui est intéressant à ce moment là, c'est de voir que quand il sera face à Fushiguro, il va se souvenir de lui, enfin il va lui demander son nom et prénom, et Megumi va lui répondre Megumi Fushiguro, et au moment où en fait il va se rendre compte que Fushiguro n'a pas été vendu à la famille Zenin pour ses pouvoirs, il va se suicider. Et en fait c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant, notamment en mettant par rapport au fait que il ne tenait pas son fils en estime, et au final quand il se rend compte qu'il n'a pas été adopté par la famille Zenin, il va préférer se tuer que de tuer son fils. Et ça c'est mon interprétation, mais c'est une évolution que j'ai trouvé vraiment intéressante avec ce personnage là, et c'est en ça que je trouve vraiment que l'auteur, enfin le mangaka maîtrise à fond son œuvre. Enfin c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé super intéressant. Aussi ce qu'il faut remarquer, c'est qu'il y a des personnages aussi qu'a fait l'auteur, le mangaka, qui ont juste un chara-design et des pouvoirs cool, et on a beau les avoir vus peu de fois, on a une grosse affection pour eux. Je veux notamment citer Inumaki, qui a un très bon chara-design, notamment avec ses tatouages sur le visage et sur la langue, et aussi son pouvoir qui est, je trouve, extrêmement cool. En fait, il peut, en utilisant des mots, forcer des événements. Par exemple, s'il dit « explose », le truc en face de lui va exploser. Et du coup, c'est vrai qu'en soi, niveau charisme, c'était pas forcément le personnage le plus charismatique, parce qu'il parle avec des mots un petit peu codés pour éviter de blesser involontairement les gens.
Et un autre personnage que je trouve vraiment cool, c'est Naoya, qui est un nouveau personnage qu'on a vu dans les scans récents, dans les 3 derniers scans, qui vient de la famille Zenin et qui déjà a un chara design hyper lourd, un caractère de merde, ça a l'air d'être un gros connard, mais on apprécie. On l'a vu un petit peu se battre, il a l'air extrêmement rapide, extrêmement fort. Et bah c'est un personnage, j'ai pas besoin d'en voir beaucoup pour qu'il me hype en fait. Et ça c'est pareil, c'est un truc que je trouve très fort dans le manga. Et enfin, une des dernières choses dont je voulais parler, et ensuite je vais parler d'un petit dernier truc en conclusion, c'est un élément que je trouve génial, qui est l'expansion de territoire. Ça c'est vraiment un truc que je trouve... C'est une super idée en fait, c'est vraiment une super idée et ça donne des passages vraiment géniaux. L'expansion de territoire de Gojo, quand Jogo, le volcan, il fait son expansion de territoire et qu'il fait le vide infini, c'est génial. C'est génial, en plus que Gojo pue la classe à ce moment-là, c'est vraiment génial. Et il y a vraiment des passages comme ça où juste les expansions de territoire, l'expansion de territoire de Sukuna elle est super, l'expansion de territoire de Mahito elle est super, on n'en a pas vu tellement d'autres, l'expansion de territoire de Fushiguro elle est top aussi. Il y a des expansions de territoire comme ça qui sont vraiment géniales, et en fait ça je trouve que c'est un avantage du manga que j'ai pas vu vraiment chez d'autres mangas, et c'est un concept que j'adore vraiment. Donc pour conclure un petit peu, je voulais aborder un petit peu l'aspect mystère qu'il y avait derrière Jujutsu Kaisen, parce qu'il y a quelque chose dont on ne sait pas en fait, les tenants et les aboutissants. Notamment par exemple la passion qu'a Sukuna pour Fushiguro, parce qu'il va quand même aller jusqu'à le sauver plusieurs fois, à faire revenir Itadori à la vie pour ça, après avoir vu Fushiguro, donc en fait c'est à se demander ce qu'il voit en lui. On a beaucoup de questions à ce sujet-là. Il y a également le fait que Itadori a créé des souvenirs chez 2 personnes, Choso et Todo. Todo ça aurait pu être pour la blague, mais Choso c'était quand même quelqu'un qui avait vraiment envie de le tuer, surtout après qu'il ait tué ses frères, qu'Itadori ait tué ses frères. Donc là il n'y avait pas trop d'excuses pour Choso, sachant que ça avait l'air de l'avoir vraiment traumatisé à ce moment-là. Et qu'en plus de ça, il y a quand même des personnages qui relèvent le fait que Itadori a des... Enfin, il y a des personnes qui se mettent à se comporter bizarrement avec lui, donc je pense que ce soit quelque chose qui soit de l'ordre du simple détail ou du simple running gag, donc ça j'attends de voir ce qui va se passer. Et également, pourquoi Okutsu obéit aveuglément au doyen, alors qu'il avait plutôt l'air d'être du genre à se rebeller un petit peu comme Gojo. Donc il y a beaucoup de mystères qui sont amenés par Jujutsu Kaisen qui sont vraiment bien, et je sais qu'on aura les réponses avant la fin du manga. Et surtout, bah, c'est une review qui était pas très objective, et après en même temps c'est pas trop le but parce que je vous donne mon avis, et aussi bah fallait bien que le manga ait extrêmement peu de défauts pour dépasser One Piece, donc globalement c'est ce que j'en ai pensé de Jujutsu Kaisen, et je pourrais en parler longtemps et je pense que cette vidéo va être suffisamment longue comme ça. En tout cas ne vous empêchez pas de mettre des commentaires à la vidéo pour dire ce que vous pensez de Jujutsu Kaisen, et également à mettre un pouce, à commenter, à partager, et bah pourquoi pas me conseiller des mangas si vous avez aimé Jujutsu Kaisen et qu'il y a un manga qui vous a donné un petit peu les mêmes impressions que Jujutsu Kaisen. Et n'hésitez pas à me les recommander, et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!